Alors, chers amis traders, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle intervention, donc point de marché, donc débriefing de cette semaine du 5 juin. Hein, ici, donc François Ablé, Frank Belfort, pour analyser ce premier vendredi du mois de juin. Aujourd'hui, donc le 5 juin, ça permet de terminer donc la semaine, cette semaine qui a été assez mouvementée, avec bien sûr euh, des chiffres d'emploi dont on va brièvement parler dans cette émission, de la politique monétaire au Canada, la politique monétaire également en zone euro et également les PMI, les chiffres des PMI manufacturiers du mois de mai au niveau des États-Unis. D'accord? Donc, c'était une semaine assez chargée dans l'ensemble, avec des chiffres quand même qui sont assez spectaculaires, assez ahurissants, notamment le NFP qui est sorti aujourd'hui contre toute attente, toute surprise, même des chiffres qui sont quasiment contestés par la majeure partie des observateurs économiques et analystes financiers, parce que nous sommes bien sûr l'économie montrait des signes de léthargie. La Banque centrale et le gouvernement travaillent de concert afin de maintenir, disons, euh, l'évaluation des actifs à travers des programmes comme par exemple ce qu'on voit en Europe, le PEPP, d'accord, qui est, je crois, le Purchase Economic and Pandemic Program. Donc, c'est le programme en fait, c'est comme le programme d'urgence pour la pandémie, programme d'urgence économique pour la pandémie du coronavirus, qui s'est donc soldé avec une signature, un accord de tous les pays, à savoir la BCE va renflouer les caisses des pays les plus gros généralement. Les pourcentages ont été déterminés, mais je n'ai pas l'exactitude des pourcentages. Donc, c'est une répartition d'un crédit, en quelque sorte, que la Banque centrale émet au nom des pays de l'Union européenne, donc au nom des 27 pays, euh, dont certains pays ont une forte pondération à partir donc du poids qu'elles représentent dans l'économie, donc notamment l'Allemagne, la France et l'Italie, voilà le trio infernal. Donc c'est une enveloppe de 600 milliards. Donc c'est un fonds qui est d'abord poncté pour un montant total de 1 trillion, mais ils avaient commencé avec 350 milliards appuyés par l'Allemagne. Ensuite, ils ont monté la note à 650 milliards d'euros. Et maintenant, on va voir si c'est suffisant. Sinon, ils lâcheront encore un autre 400 milliards d'euros afin de contribuer à renflouer les caisses des entreprises européennes, les entreprises euh, euh, qui sont cotées en fait dans les plus grands indices européens. Alors, de ce fait, on a eu aussi également en termes de récapitulatif, on a eu les chiffres finaux de l'ASM PMI manufacturier, donc les chiffres de l'Institut of Supply of Michigan, donc qui est l'institut qui délivre les chiffres du PMI manufacturier. Ce sont des chiffres également qui ont été légèrement bons dans l'ensemble, mais toujours aussi médiocre puisqu'on est en dessous de la barre des 50, qui est donc le seuil standard pour juger donc l'état de la manufacture aux États-Unis. Même si on ne cloche au niveau du Canada, le PMI Market, qui est également sorti supérieur à ce qui était attendu, mais quand même aussi en dessous des 50. On a également, on a eu la décision de la banque d'Australie qui est restée à 0,25. On a eu également des ventes de détail en Suisse. On a eu aussi les chiffres au niveau de l'immobilier en Grande-Bretagne. Euh, on a vu également les chiffres au niveau des services bancaires et également du PMI manufacturier au Japon, les services, le Caixin Services, donc au niveau de la Chine. Donc, beaucoup de chiffres qui ont permis de dresser un tableau global pour finir donc le mois de mai et commencer le mois de juin, qui s'est soldé bien sûr par notamment le NFP, les taux d'intérêt au niveau du Canada. Donc, Stephen Poloz
à titre d'information, ne sera plus le gouverneur de la Banque du Canada. Il s'en va travailler pour Enbridge, donc une compagnie basée sur le secteur énergétique, notamment le secteur, le Enbridge, par ailleurs le leader du pétrole au Canada. Il s'en va travailler comme directeur général après avoir servi la Banque du Canada pendant 7 ans. Donc, Caroline Wilkins est pressentie pour le remplacer puisqu'elle était son premier vice-gouverneur ou vice-présidente de la Banque du Canada. Okay? Donc, chiffre d'emploi aujourd'hui qui est sorti quasiment à... Il est attendu à moins 8 millions. Il est sorti à plus 2,5 millions de création d'emplois. Et un taux de chômage qui était pressenti pour une perte de 20%, donc moins 20% de perte au niveau d'emploi. Il est sorti à environ 14, donc 13 et quelques. D'accord? Donc, ces chiffres ont été largement contestés. En gros, on a eu des excellents chiffres aux États-Unis, on a eu des excellents chiffres également au Canada, mais ces chiffres-là sont contestés par la majeure partie des observateurs économiques du marché, d'accord, disant que ce sont des chiffres truqués en faveur du gouvernement de Washington, de l'administration de Washington, parce que visiblement, Trump est en campagne. Il se montre impitoyable, insensible à la situation sociale et les tensions raciales qui sont présentes actuellement dans son pays. Il est plutôt concentré sur sa campagne et sa réélection dans 5 ou 6 mois. Donc, il est toujours avec des rhétoriques à la limite, qui frisent un peu des rhétoriques haineuses et racistes. Donc, il veut représenter un certain électorat donc des républicains, la branche dure et extrémiste. Donc, il ajuste son discours en fonction et se glorifie autant d'avoir fait monter les marchés financiers, donc notamment les indices boursiers comme le SP500 qui ne cessent de faire de nouveaux records dans un contexte où le taux de chômage reste toujours l'un des taux de chômage les plus pires de l'histoire de l'économie et également une situation au niveau du ratio dette qui est l'une des plus alarmantes du XXe siècle, du XXIe siècle. Pardon. Donc, présentement, les marchés financiers, c'est très difficile à trader. On ne peut pas trader les marchés financiers actuellement avec on va dire, logique accentuée sur la situation économique. Elle est plutôt basée sur une logique spéculative. Au niveau de l'or, vous avez vu le range qu'on a dessiné, il a toujours son sens, parce qu'on est quitté de la zone des 17,30, 17,50. On a eu de très bons chiffres de NFP, donc ce qui a fait corriger l'or. Et se trouve sur la zone des 16,80, 16,75. Donc, il tient toujours la zone de l'or est toujours tenue. Et il faudrait d'abord qu'on clôture en dessous de 16,65 pour voir donc l'or parti à la baisse. Donc, il faut qu'on sorte de ce range. On aura donc pour objectif simple, donc en prenant donc l'écart, l'objectif théorique, donc une sorte pour avoir une idée pour regarder attentivement quel serait le report théorique. Donc, on se dirigera vers les 1600, les 1600. Donc, si on sort du range par le bas, c'est objectif 1600. Voilà. Au niveau du pétrole, le pétrole également qui est en train de chercher à passer au travers de son gap, le gap d'avant la pandémie. Donc, c'est le gap qui a accentué la pandémie et son traumatisme du coronavirus, dont on a vu les contrats futurs du mois de mai, lorsqu'on était en avril, qui ont coté à quasiment moins $40 le baril. On est autour des $39 le baril. Le pétrole a vraiment, vraiment bien récupéré et il est en train donc de poursuivre son petit bonhomme de chemin. Tant qu'on reste toujours dans ce gap ou bien on est en dessous, comme je vous avais dit, je ne parlerai pas du pétrole qui est de retour. Oil is back. Parce que des négociations sont en cours au niveau du trident
commerciales, Arabie Saoudite, Russie, États-Unis, se sont pas entendus pour une extension à une fréquence trimestrielle du quota sur l'offre de la production du pétrole, se sont arrêtés plutôt à un mois, donc pour tester, parce que la plupart des dissidents n'étaient pas prêts justement à s'engager d'avoir des quotas ou de prolonger, de faire une prorogation sur les quotas, parce que de toute façon, tout le monde veut en profiter. Hein. Vous savez qu'en économie, lorsqu'on multiplie le prix par la quantité et qu'on augmente le prix, donc forcément, on peut maintenir, si on maintient sa quantité et on multiplie par le prix, ça nous fait toujours une très belle recette. Par contre, si on double aussi la quantité, la propension des recettes augmente 2 fois plus vite. Hein. Donc, voilà pourquoi à chaque fois quand on a un quota sur l'offre au niveau de la production, les pays producteurs ou exportateurs sont toujours tentés de doubler leur production afin de profiter de l'évolution du prix à la hausse. Vous comprenez? Donc, du coup, ça fait que à chaque fois, on est obligé de mettre des clauses ou des conditions pour ne pas que cela devienne un jeu déloyal. D'accord? Au niveau du dollar australien, dollar néo-zélandais, après avoir eu on va dire un froid avec l'administration chinoise, le calme semble revenu pour l'instant. Le dollar australien a bien profité de la faiblesse du dollar, mais on voit que le dollar, comme convenu, il est allé toucher, frôler son objectif théorique de 96,40, donc il est en train de se stabiliser, voire de se reprendre, ce qui veut dire que on est pas mal sur des sommets ici au niveau de dollar australien. Regardez, on a 0,69 650 et les sommets sont à peu près à 0,70 235. Donc, vous voyez bien un phénomène de V-shape, hein, de recovery. On a bien récupéré, on est quasiment sur des sommets, en tout cas très court terme, donc ça tombe bien. Le dollar aussi semble vouloir se stabiliser pour retourner vers les sommets après être sorti de son range trimestriel. Okay? Donc, on est pas mal sur des sommets et on s'apprête à corriger vers le bas. On verra les stratégies, on élaborera les stratégies la semaine prochaine pour voir un peu dans quelle mesure on peut progresser au niveau du dollar. Même son de cloche pour le dollar néo-zélandais, banque australienne, banque néo-zélandaise, pardon, même combat. On a maintenu les taux à une fourchette de 0,25 à 0%. On fait des plus hauts, profitant de la baisse du dollar. Donc, pour l'instant, c'est également le même constat, sauf que le dollar néo-zélandais a légèrement un peu plus de marge pour progresser, peut-être vers les 0,67 500, 0,67 500, dû en fait aux excellents chiffres de la balance, de leur balance commerciale, donc de leur comptabilité nationale, qui ont profité donc du froid que l'Australie a avec la Chine, de pouvoir diversifier et renouer avec de nouveaux partenaires commerciaux, ce qui a permis de doubler donc leur volume d'exploitation, malgré que nous sommes en période de confinement ou de Covid. Hein. Mais n'oublions pas aussi que c'est basé sur des anticipations. Donc, pour l'instant, le dollar néo-zélandais a beaucoup de marge de pouvoir progresser, même si l'objectif théorique de ce range intermédiaire a été, je peux dire, a été littéralement atteint. On peut voir ici rapidement si on fait comme ça, là, et on duplique donc l'objectif théorique. Vous voyez, on a carrément dépassé. D'accord, on a dépassé ce range et on est quasiment sur des sommets. Donc, on n'a plus qu'à attendre que le mouvement se stabilise en fonction de l'évolution du dollar dans l'autre sens. Pour finir, notre actif préféré, le dollar américain, dollar canadien, comme je vous avais dit, il fallait qu'on attende la cassure de 1,37,050 pour avoir un sell-off. Ouais, vous voyez, c'était propre. Euh, l'or est contenu dans son range, le dollar est venu également tester son creux. Tous les scénarios, comme je vous avais dit en ce début de semaine, se sont réalisés. Donc, c'était quasiment comme une lettre à la poste. J'espère que vous avez profité parce que moi, oui. Donc, en dessous de 1,37,050, on a eu un fort volume de vente. On a clôturé légèrement en dessous de 1,34,560, donc 1,34
250, donc à peu près environ 2,5 pips près. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, on a quand même on va dire, la semaine prochaine, on verra en début de semaine quelle stratégie adopter, mais il me semble que le dollar américain, dollar canadien commence à se stabiliser. La baisse qui a eu lieu semble s'estomper. On est pas mal sur des mouvements de latéralisation et de stabilisation en vue de reprendre un chemin, un momentum haussier, puisque le dollar, lui, commence lui aussi également à reprendre l'autre chemin. Et on peut le voir ici rapidement si je me mets ici, voilà, je vais chercher le dollar canadien, l'indice du dollar canadien. Vous voyez, on a, après avoir cassé également son range dans la hausse, on a poursuivi, on a également rempli le gap qui est ici, puisque l'objectif théorique donnait à peu près pour 74 piles. Et on est allé jusqu'à 74,40. Là, on est en train de corriger, de se stabiliser pour pouvoir reprendre le chemin vers le bas ou même continuer. De toute façon, si l'indice du dollar canadien continue de progresser à la hausse et que le dollar américain lui aussi progresse à la hausse, ben, vous n'êtes pas censé ignorer que le dollar américain, le dollar canadien aussi se mettra à aller à la hausse. Hein, c'est purement mathématique. Hein. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon, ce débriefing comme d'habitude. On suivra ça attentivement la semaine prochaine pour établir de nouveaux scénarios parce que j'ai donc la, le pressentiment que le dollar américain, dollar canadien risque par contre de se stabiliser, voire d'être haussier pour les jours ou les semaines à venir. Allez, portez-vous bien et donc passez une bonne soirée. Au revoir.